une ce vendredi la visite officielle de 3 jours du président de l'Assemblée nationale de France, Claude Bartolone. Il vient sur invitation de son homologue ivoirien Guillaume Soro. Et les deux présidents ont signé ce matin un protocole d'accord pour renforcer la coopération entre leurs institutions. Nettoyons chaque jour devant nos portes, c'est l'opération de salubrité en cours dans la commune de Koumassi, une occasion de sensibiliser la population à prendre une part active dans l'assainissement de leur cadre de vie. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Signature ce matin d'un protocole d'accord entre les présidents des parlements ivoiriens et français. Guillaume Soro et Claude Bartolone renforcent ainsi la coopération entre leurs deux institutions et c'est l'un des points forts de la visite de 3 jours de Claude Bartolone à Abidjan. La première dame de Côte d'Ivoire s'engage dans la lutte contre la traite des jeunes filles. Dominique Ouattara a réuni hier jeudi le comité gouvernemental pour une séance de travail sur ce sujet d'importance capitale. Lija Naïma. Le fait est dégradant et dramatique, mais depuis une dizaine d'années, il se développe en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la traite des jeunes filles ivoiriennes âgées de 18 à 24 ans qui sont recrutées par des organisations aux mains de personnages véreux qui leur font miroiter des emplois lucratifs de filles de maison dans des pays du Moyen-Orient. Mais une fois à destination, ces jeunes filles privées de tout papier d'identité sont réduites en esclavage dans les familles qui les emploient. Ce fait qui se développe depuis une dizaine d'années dans le silence et en toute impunité pour les organisateurs de ces réseaux de recrutement vient enfin d'être intercepté par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Mettre fin à cette traite honteuse, c'est désormais l'objectif du gouvernement. Dans cette recherche de solutions, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, qui, par son engagement et sa détermination, a obtenu une grande avancée vers l'éradication de la traite et du travail des enfants en Côte d'Ivoire, a été une nouvelle fois sollicitée par le gouvernement dans le cadre de ce nouveau combat qui est celui de la lutte contre la traite des jeunes filles ivoiriennes. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, accompagnée d'une forte délégation comprenant des membres de plusieurs ministères, a eu une séance d'information ce jeudi matin avec la première dame Dominique Ouattara à son cabinet à Cocody. Tous les aspects de cette traite des jeunes filles ont été exposés. Il nous est arrivé l'année dernière d'intercepter 9 jeunes Ivoiriennes et ces jeunes filles nous sont revenues, nous les avons entendues, nous les avons encadrées, assistées dans un centre d'accueil. Cela a duré 1 mois. Nous avons reçu individuellement leurs familles respectives. Parmi ces 9 jeunes filles, 7 ont réussi à s'échapper et sont reparties donc et ont effectué leur voyage. Parmi les 7 jeunes filles, nous en avons 2 qui nous sont revenues dans un état dramatique. Selon les informations qu'elles nous ont données, certaines partaient pour faire donc des études religieuses ou encore être des employés domestiques dans des résidences privées. Celle qui nous est revenue était dans une résidence privée comme fille de ménage. Et elle explique qu'une fois arrivées donc à l'aéroport, on leur retire systématiquement leur passeport. Donc elles n'ont aucun titre de séjour et elles sont mises à la disposition des familles d'accueil qui les reçoivent chez elles. Elles sont interdites de se faire enregistrer ou d'avoir tout contact avec le consulat et avec l'ambassade de Côte d'Ivoire. Elles sont interdites de fréquenter les milieux ivoiriens. Elles ne sortent pratiquement jamais, sauf accompagnées de leur tuteur. Elles travaillent 24 heures sur 24. Elles n'ont pas de feuille de route, elles n'ont pas de contrat de travail, elles n'ont pas de salaire. Les salaires qui leur ont été annoncés ici, au départ, sont des salaires faux. Et ils sont reversés aux agents qui ont servi donc d'intermédiaires. Ces jeunes filles, Madame la Première Dame, au-delà du travail domestique qu'elles font, elles sont violentées, battues. Et le témoignage que nous avons reçu de celles qui sont arrivées indique que, à longueur de journée, elles sont victimes de viols du grand-père de la maison au petit-fils de la maison.
Madame la Première Dame, les mégots de cigarettes sont éteints sur le corps de ces jeunes filles. La Première Dame a posé beaucoup de questions, signe de l'intérêt qu'elle accorde au drame de ces filles parties à l'aventure. J'ai été très sensible à ce que j'ai appris sur notamment la traite des personnes et notamment des jeunes filles qui étaient parfois envoyées dans certains pays pour y être exploitées de façon tout à fait anormale. Et j'ai demandé à Madame la ministre de m'expliquer ce qui se passait et je vais essayer de l'aider. Je vais essayer de l'aider et de m'impliquer pour que de telles choses ne puissent pas arriver à nouveau en Côte d'Ivoire. Voilà, je crois que Madame la ministre nous a proposé un plan d'action national. Nous allons travailler avec les ambassades concernées, des pays qui sont visés donc, et voir un petit peu comment nous pouvons intervenir pour arrêter ce genre de choses. Cette première rencontre de travail entre la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants et le comité gouvernemental a permis d'harmoniser un certain nombre d'actions à mener dans un premier temps, notamment la création d'un comité interministériel de lutte, la définition d'une stratégie et d'un plan de communication, l'adoption d'une loi spécifique au plan national qui condamne la pratique de la traite des adultes, la définition d'un plan d'action national ainsi que le recommande le gouvernement américain. La Première Dame et le comité gouvernemental ont promis se revoir à nouveau pour une nouvelle séance de travail dans un mois. L'ONG Children Hope International Côte d'Ivoire veut construire un orphelinat dans la région de Sakassou. Un dîner gala a été organisé afin de récolter les 750 millions de francs CFA nécessaires à la réalisation du projet. Grâce Kando. Bientôt, un orphelinat à Nafissou dans la région de Sakassou. Pour la finalisation des travaux de construction de cet orphelinat, un dîner gala de charité et de bienfaisance a été organisé. L'ONG Children Hope International Côte d'Ivoire est l'initiatrice du projet. L'étape que nous venons de franchir aujourd'hui nous engage à nous remettre au travail avec un ardeur redoublé pour que, au plus vite, un réel changement se fasse dans la vie des enfants et des femmes du département de Sakassou. L'avenir de l'homme, c'est l'enfant. Et nous sommes dans un pays où nous avons un chef d'État qui lutte, n'est-ce pas, pour le développement et le bien-être de la société. Et à travers ce que lui-même fait, au regard de ce que son épouse, Madame Ouattara, fait, je pense que cette initiative vient compléter ce qui est déjà fait. Elle recherche 750 millions de francs CFA pour l'achèvement des travaux de l'orphelinat de Nafissou. Placé sous le signe de la reconnaissance et de l'espoir, ce dîner gala a réuni environ 500 convives, dont l'ambassadeur du Bénin en Côte d'Ivoire. La mairie de Boisflé, dans la région de la Maraoué, encourage les parents à scolariser leurs enfants. Elle vient d'offrir des prises en charge scolaires à des familles dans le besoin. Le reportage est signé Thérèse Yoboué. Ce sont 10 millions de francs qui ont été déboursés par le maire de Boisflé pour aider les élèves, environ 200 à payer leurs frais de scolarité. Lucien Leyebi a exhorté ses élèves à obtenir d'excellents résultats afin de lui donner le courage d'augmenter l'année prochaine le montant de la prise en charge. Le choix des bénéficiaires, selon le maire, s'est fait sur des critères bien fondés et non partisans. Il prend en compte les élèves qui éprouvent d'énormes difficultés à payer leur scolarité. Le secrétaire général de préfecture de Boisflé, Mamadou Bakayoko, a salué l'initiative de la mairie dont le souci est d'œuvrer à l'épanouissement total de ses administrés. Il a exhorté les élèves bénéficiaires à redoubler d'efforts et d'abnégation dans le travail et donner envie à la mairie de renouveler l'expérience. Toujours soucieux du bien-être de la population, le maire Lucien Leyebi vient de voler au secours de l'école primaire publique Biaka 3, dont 2 salles de classe ont été décoiffées par une violente tornade. Il a offert une nouvelle toiture à l'école pour le bonheur des élèves qui ont exprimé leur joie et leur satisfaction face à ce geste de générosité.
Les chefs d'établissement du département de Soubré formés à l'élaboration d'une matrice d'action. Elle va permettre de mieux gérer les structures éducatives afin d'améliorer significativement les résultats scolaires. Honorine Anigori. À travers ce séminaire, il s'agit de renforcer les capacités des chefs d'établissement et de circonscription du département de Soubré. L'objectif est de les aider à gérer leur structure avec une bonne lisibilité, et ce, à partir d'outils avec l'identification des tâches et la période d'exécution. Pour le directeur régional de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, DRENET, Roger Mbassigé, c'est en vue de l'amélioration des résultats scolaires. Car selon lui, depuis son arrivée en 2012 à Soubré, les résultats scolaires sont passés de 7% à 51% au BEPC, de 23% à 27% au baccalauréat et le CEP de 67% à 90% en 2014. Et comme il compte mieux faire les années à venir, il a organisé ce séminaire sur l'élaboration de la matrice d'action pour que cela soit intégré dans le quotidien des chefs d'établissement. Le secrétaire général de la préfecture de Soubré, Bonaventure Thiégbé, s'est réjoui des performances réalisées ces dernières années à la DRENET et surtout de la sérénité qui règne dans les établissements. Durant 2 jours de formation, les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, Youssouf Koné et Kwasi Kofi, ont instruit les séminaristes sur la conception, l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation avant les travaux en atelier. La direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse initie un cadre d'échange et de réflexion sur la politique de protection des mineurs. Il s'agit principalement de dégager le rôle des magistrats et des travailleurs sociaux pour la prise en charge des mineurs qui sont en contact avec le système judiciaire. Moussa Konaté et Arman Niamia. Selon les statistiques, la population mineure dans le milieu carcéral est estimée à plus de 200 personnes. Ces enfants incarcérés connaissent des difficultés, notamment l'oisiveté et les maladies. La direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse tente de remédier à cette situation. Un atelier est donc initié avec pour but impliquer les magistrats et travailleurs sociaux dans la prise en charge du mineur au contact avec le système judiciaire. L'être du mineur est encore en construction. Le mineur n'a pas encore la pleine capacité de ses décisions, de ses réflexions et tout cela. Le mineur est un être influençable. Et donc, un mineur qui commet un acte qualifié soit délit ou même crime ne peut en aucun cas être traité comme un majeur. Les mineurs au contact avec la justice doivent bénéficier de protection et d'éducation. Les acteurs du domaine en ont conscience. Il n'y a pas d'autre solution que de les placer dans les maisons de détention. Cet atelier, c'est pour essayer d'y réfléchir, pour essayer de voir si on peut trouver des alternatives à l'enfermement, par exemple systématique. Il faut dire que tout le temps, c'est le mineur en conflit avec la loi qui était à notre niveau pris en charge. Aujourd'hui, c'est le mineur au contact du système judiciaire qui prend en compte le mineur victime, le mineur témoin et celui qui a commis des infractions. Pendant 3 jours, magistrats et travailleurs sociaux en charge de la protection des mineurs vont réfléchir sur la politique de protection de cette frange de la population dans le système judiciaire. La commission électorale indépendante CEI fait le bilan de ses activités, composition des sous-commissions, séances de travail avec les organisations internationales sont entre autres activités menées déjà en 2 mois d'exercice. Michel Digré. Maître Victoire Allé est la représentante du barreau au sein de la commission centrale de la CEI et c'est elle qui parlera désormais au nom de la commission électorale indépendante. Son premier oral a eu lieu ce jeudi face à la presse pour faire le bilan des activités de l'institution depuis le mois de septembre à ce jour. Le président a pris divers arrêtés et décisions portant composition des sous-commissions thématiques supervisées chacune par un vice-président et nomination des membres des dites sous-commissions. Ces sous-commissions s'activent actuellement autour des différents thèmes entrant dans leur attribution et travaillent afin d'accomplir les tâches à elles assignées. Par ailleurs, le bureau de la CEI
a reçu diverses délégations et organismes internationaux. Comme vous pouvez le constater, la CEI travaille à l'organisation d'élections transparentes, crédibles et répondant aux standards internationaux. Il faut souligner qu'elle met tout en œuvre pour tenir dans les délais légaux. Sur l'agenda immédiat de la CEI, la porte-parole a annoncé la formation des commissaires centraux sur l'administration électorale et les systèmes électoraux, des programmes qui devront leur permettre de mener à bien leur mission au cours des élections générales de 2015. Voilà. Réunion du bureau politique de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire. 3 points principaux ont été évoqués. La mise en œuvre des décisions du Congrès, la vie du parti et la situation sociopolitique nationale. L'association des médiateurs de l'UEMOA forme ses membres. Échange d'expériences et renforcement des capacités sont au menu pour un renforcement des bonnes pratiques en matière de médiation. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Connu précédemment sous l'appellation Grande Médiature de la République, le médiateur de la République est une institution qui a pour rôle d'aider à résoudre principalement les litiges entre le citoyen et l'administration. Un défi qui en appelle à la connaissance des cadres des institutions de médiation. Le présent séminaire, ouvert pour 3 jours, du 22 au 24 octobre, répond à cet impératif. Il vise à renforcer les capacités des travailleurs, des collaborateurs, des médiateurs de l'espace UEMOA. Il s'agit de renforcer les capacités des collaborateurs de l'ensemble des médiateurs de ces pays réunis dans cet espace. Ceci dans le double souci de renforcer la technicité de nos collaborateurs pour l'étude des dossiers, mais aussi et surtout de maîtriser les techniques de communication pour faire mieux appréhender l'existence des institutions de médiation. Méthodologie d'enquête et communication en médiation institutionnelle, thème du séminaire. Une formation jugée opportune par les auditeurs. La base même de l'efficacité, c'est le renforcement des capacités. Le rôle du médiateur devenant de plus en plus important en cette ère de mutation. Donc il apparaît vraiment essentiel que les collaborateurs des médiateurs soient bien formés et bien assis. Il s'agit de façon globale d'essayer de lutter contre la mauvaise gouvernance, contre la corruption et de promouvoir les droits de l'homme. Le médiateur de la République est une institution indépendante qui ne reçoit d'instructions d'aucune autre autorité. Changement à la tête de la 3e compagnie des sapeurs-pompiers militaires de Bouaké. La passation de commandement a eu lieu en présence du commandant des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire, Kader Sogodogo. Troisième compagnie des sapeurs-pompiers militaires de Bouaké. Le capitaine Lavry Olivier prend les commandes. Il succède au chef de bataillon Oulaï Serge Vital, nommé chef du bureau des opérations du GSPM à Abidjan. Le nouveau commandant a été officiellement installé par le lieutenant-colonel Issa Sako, commandant les sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. Le capitaine Lavry Olivier Marcel, ici présent, vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et pour le succès des armes de la Côte d'Ivoire. Ouvert en 1978, la 3e compagnie des pompiers de Bouaké, communément appelée Compagnie Phoenix, compte à ce jour 150 soldats du feu prêts pour sauver ou périr. Le capitaine Lavry Olivier, après avoir reçu le drapeau en assureur à la garde, le temps de son commandement. Marié et père de 3 enfants, le capitaine Lavry Olivier comptabilise 25 années de service. Après son installation, il prit la tête d'un défilé composé de 3 sections de la 3e compagnie des sapeurs-pompiers militaires de Bouaké. L'hôpital général de Soubré vient de recevoir du matériel et des équipements médicaux. Ces dons de ressortissants de la ville vivant en France visent à permettre un meilleur fonctionnement de cet hôpital. Eugène Atoubé.
Le nouvel équipement de l'hôpital général de Soubré est le résultat de nombreuses démarches menées par le maire de la localité auprès de l'association des ressortissants de cette ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire à Paris. Dans les détails, ce sont 10 lits électriques, 2 tables de consultation, 5 lits ordinaires d'hospitalisation et 15 matelas. Coût total de ce matériel, 18 millions de francs CFA. Matériel auquel s'ajoutent 5 autres lits et 15 matelas offerts par le maire Traoré Lassina. Le premier magistrat de la cité du Nawa, à cette occasion, a exhorté les personnels de santé de Soubré à faire leur travail en toute conscience, surtout mettre un accent particulier sur l'accueil. L'hôpital général de Soubré est malade de son dénuement. Le préfet de la région du Nawa l'a relevé lors de la cérémonie de remise du matériel médical. Le directeur de cette structure sanitaire a lancé une alerte aux ressortissants de Soubré afin de jeter un regard bienveillant. Dr Pao Bernard lance un appel aussi afin que le bâtiment destiné à la pédiatrie, dont les travaux sont en veille depuis 5 ans, soit achevé et qu'il soit construit un deuxième bloc opératoire pour les femmes enceintes. Le virus Ebola se propage dans le monde et cela inquiète. Un premier cas vient d'être confirmé au Mali. Une fillette de 2 ans arrivant de la Guinée voisine a été diagnostiquée dans un hôpital de Caïs, c'est dans l'ouest du pays. Et la ville de New York aux États-Unis enregistre également son premier cas. Un médecin américain qui a travaillé pour Médecins sans frontières. Ebola a causé à ce jour la mort de 4877 personnes. L'Union européenne vient d'annoncer une aide supplémentaire d'1 milliard d'euros afin d'aider dans la lutte contre le virus. Nettoyons chaque jour devant nos maisons. C'est l'opération de salubrité en cours dans la commune de Koumassi. Occasion de sensibiliser la population à prendre une part active dans l'assainissement de leur cadre de vie. Franck Quadio. Koumassi, carrefour Saint-François, de l'eau stagnante et des vendeuses de légumes et autres aliments. Non loin, carrefour Inch'Allah, un marché improvisé et des conditions d'hygiène pas toujours respectées. Ces femmes, membres d'un collectif d'ONG, ratissent quotidiennement la zone. Objectif, sensibiliser sur la salubrité. La propreté d'abord. Même si tu as un client qui suit son rang, tu jettes, tu ne lui dis rien, tu fais le tour du rang. Voilà tes sachets d'eau, tu vends de l'eau, ramasse les sachets. Assainissement, lutte contre l'insalubrité. Leitmotiv de ces ONG et leur action n'est pas isolée. Nous sommes au lancement officiel de l'opération Nettoyons chaque jour devant nos maisons, 2e édition. Et pour donner l'exemple, les épouses des ministres Jean-Claude Brou de l'Industrie, Charles Kofi Dibi des Affaires étrangères et Alla Kouadio Rémy de l'Environnement. Demandons donc à la population de Koumassi d'œuvrer pour un cadre de vie plus propre et un environnement assaini. Notons pour rappel qu'à la première édition l'année dernière à Marcory, la première dame Dominique Ouattara avait mis en mission les épouses des ministres et pour l'édition 2014, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable renouvelle l'appel. Ce n'est pas une action d'éclat qu'on fait en un jour et qui n'a plus de suite. Par conséquent, dans les communes, vous avez des comités de salubrité qui peuvent être appuyés par le ministère ou l'ANASU. Écoutez les conseils que ces structures pourront vous donner pour que nos villes soient propres. L'opération Nettoyons chaque jour devant nos maisons, un acte citoyen, car selon les initiateurs, la véritable émergence passe par l'assainissement du cadre de vie et cela concerne l'ensemble des populations sur l'étendue du territoire. Produire plus de 1000 tonnes de riz chaque année, créer environ 1000 emplois garantis, ce sont les ambitions affichées par la région de la Bagoué. Elle entend ainsi participer activement à la relance de la riziculture dans le pays. Kader Sogodogo. La bataille pour l'autosuffisance en riz de la Côte d'Ivoire est enclenchée. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafowa Koulibaly, avec à ses côtés la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamisoko Kamara, en pleine rizière participant à une récolte de riz. C'est le résultat de la réhabilitation du barrage Nyadon d'Ogbon et de l'aménagement de la plaine en aval pour la culture de riz et de maraîchers.
un projet d'environ 1 milliard de francs CFA financé par l'État de Côte d'Ivoire et un prêt de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Le barrage de Niadon-Agbon est une retenue d'eau de 8 millions de mètres cubes pour une superficie nette aménagée en aval de 105 hectares, dont 100 hectares pour le riz et 5 hectares pour le maraîcher. La production du riz se fera sur 3 cycles pour 1000 tonnes par an, avec 1200 emplois garantis. Ce projet est la volonté du gouvernement ivoirien de lutter efficacement contre la pauvreté en milieu rural. Nous sommes ici dans le cadre de l'action du gouvernement conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, sous la haute autorité du président de la République, de faire en sorte que notre pays soit autosuffisant à l'horizon 2016. Je pense qu'à ce rythme-là, nous pourrons relever ce défi. La population originaire de la Bagoué se réjouit de ce projet dont l'impact est déjà perceptible. La rentrée scolaire dans le milieu rural s'est faite à temps et les cours ont repris normalement parce que par le passé, les agriculteurs avaient du mal à scolariser leurs enfants dès la rentrée par manque de moyens. Mais grâce à la politique menée par le président de la République, le Premier ministre, mais vraiment avec le ministre de l'Agriculture, aujourd'hui, le monde rural est satisfait. Après la visite, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Koulibaly Sangafoua, a offert des intrants, du matériel agricole et des kits scolaires aux populations de Gbon. Montant du don, environ 100 millions de francs CFA. Le barrage de Soubré est en chantier et il vient de recevoir la visite du président du conseil régional de la Nawa, Mamadou Kaissi. Le président du conseil régional de la Nawa, Alain Richard Donwaye, et son équipe sur le chantier du barrage de Soubré. Ils sont allés constater l'avancée des travaux et échanger avec la population riveraine. Alain Richard Donwaye a expliqué aux populations que ce projet est la réalisation d'un vieux rêve, car le futur barrage de Soubré va donner un nouveau visage à la région de la Nawa et contribuer à son développement. C'est pourquoi il invite ses parents à soutenir ce projet pour sa bonne exécution. Nous demandons à notre population d'être indulgente avec les différents désagréments qui pourraient être causés par la construction de ce barrage. C'est l'intérêt de notre région, c'est l'intérêt de notre pays et dans la sous-région, ce sera un des plus gros barrages réalisés, donc ce sera une fierté pour notre région. Alain Richard Donwaye, président du conseil régional de la Nawa, rassure également la population sur la disponibilité de l'État de Côte d'Ivoire à apporter une assistance aux populations touchées par la construction du barrage. Il faut rappeler que cette visite s'inscrit dans le cadre de la 3e session ordinaire du conseil régional de la Nawa, une session au cours de laquelle les projets d'investissement de 2014 à 2017, estimés à 6 milliards de francs CFA, ont été adoptés. Et voilà qui marque la fin de ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de semaine à vous sur RTI 1.